Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Alors la différence entre un élève qui travaille de façon méthodique et un autre qui nage dans ses cours, ce n'est pas le QI, mais c'est la méthodologie. Être méthodique, travailler avec méthodologie, passe par l'acquisition d'outils, de compétences et heureusement, cela s'apprend. Les secrets de la méthodologie du travail en milieu scolaire, c'est notre sujet du jour. Ensuite, le point santé aujourd'hui sur l'abus du paracétamol avec la pharmacienne Amina Tahiri. A tout de suite pour les détails. Et donc on y va tout de suite pour la discussion autour de la méthodologie. On en parle avec vous, Saad Bensbahou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir, madame. Vous êtes coach professionnel et scolaire certifié ICF. Et Zineb Lamarti, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes coach scolaire certifié et fondatrice du centre scolaire Smart Coaching, certifié ICF également. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Alors, on va commencer peut-être par une définition de ce qu'est la méthodologie. Quand on dit à un élève, à un enfant, il faut que tu sois méthodique. Tu dois avoir une méthodologie de travail. C'est très abstrait et c'est très flou pour lui. Pour les professionnels et pour les enseignants aussi, qu'est-ce que ça veut dire, Madame Lamarti? Donc, dans les séances de méthodologie scolaire dans le coaching, c'est surtout des séances qui permettent à l'enfant de se sentir beaucoup plus épanoui dans sa manière de travailler. On élabore une méthode de travail, une stratégie pour qu'il travaille avec plaisir. Et le travail avec plaisir va engendrer un certain nombre de choses. De la motivation, de l'efficacité, de la compétence. Et donc, du coup, la méthodologie permet de rassurer et permet aussi de rendre plus simples les cours qui sont un peu consistants et chronophages. Alors, ça reste tout de même, quand même, là encore, vaste pour nous. Quand on dit à un enfant, apprends à être méthodique. Oui. On lui dit apprends. C'est comme s'il devait en fait sortir ça de lui-même. Tu dois devenir méthodique. Est-ce que normalement, ce sont des choses qui s'enseignent en classe? Je vous pose la question, Madame Bensbahou. Pour ce qui est-ce que ça s'enseigne en classe? Je ne crois pas. Parce que dans le milieu scolaire jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a, que les profs ne sont pas dans l'aptitude d'apprendre ces méthodes d'apprentissage. Pour revenir juste sur les méthodes d'apprentissage, c'est quoi exactement? Donc l'enfant, il est face à un ensemble d'informations, donc un flux d'informations de son prof. Et cet enfant, il doit restituer cette flux d'informations à la fin, pendant les examens, pendant les interrogations. Et donc de là où passe l'information jusqu'à la restitution, c'est ça la façon. Et c'est à ça que s'intéresse la méthode de travail. C'est comment il va gérer le flux d'informations qu'il va recevoir et comment il va les gérer pour pouvoir les restituer d'une manière très fidèle et très correcte. Alors justement, vous l'avez bien dit, c'est pour restituer ce qui a été acquis, enseigné en classe. Mais là encore, j'insiste, est-ce qu'on enseigne ça aux enfants, aux élèves? Est-ce qu'on leur apprend à être méthodique? Ça serait dans un monde idéal que d'apprendre à un enfant comment travailler à la maison parce que le processus d'apprentissage commence à l'école et se poursuit à la maison. Donc cette gestion de cours, d'information, de consistance de travail, parce que dans certaines matières et dans certains niveaux scolaires, il y a l'éducation islamique, il y a l'histoire-géographie en arabe, en français, il y a des cours de philosophie, il y a des cours de français qui sont souvent très poussés. Alors, le prof donne le contenu, mais ensuite, comment retenir le contenu? Donc, la méthodologie passe par la mémorisation, passe par la compréhension, passe par un certain nombre d'étapes. Et on n'apprend pas ça aux enfants. En fait. Malheureusement, soit par manque de temps, soit parce que le programme est très chargé. Ça ne se fait pas. Non. Ça ne se fait pas. Donc, c'est des lacunes parce que, par exemple, vous êtes toutes les deux coach scolaire. Et donc, en fait, on va dire en quelque sorte, vous allez aider, soutenir ces enfants en difficulté. Alors, est-ce que ça en fait justement des élèves en difficulté? Alors, justement, l'élève est en difficulté quand il a de mauvaises notes. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'avoir de mauvaises notes et être en échec scolaire n'est pas du tout une fatalité. Il suffit de trouver quel est le canal d'information par lequel l'enfant reçoit l'information. S'il est auditif,
s'il est visuel, s'il est plus prise de notes, donc kinesthésique, et peut-être qu'il est en échec scolaire parce qu'il utilise le mauvais canal d'information. Ça, peut-être qu'on va le voir plus tard dans la manière de percevoir l'information, mais du coup, ce que je veux vraiment expliquer, c'est que l'échec scolaire peut être juste à un moment donné pendant une scolarité, à un instant T, et qu'après, avec des méthodes d'apprentissage, avec une certaine qualification précise sur certains cours, ils progressent. Et ça, je l'ai vu, de par mon expérience, des enfants qui viennent avec une méthodologie, il y a tout qui change. Vraiment. Donc en fait, une méthodologie erronée pourrait être source d'échecs scolaires. D'échecs scolaires sur certaines matières qui nécessitent du contenu et peut-être en maths où justement c'est très technique, donc moins, mais dans les matières plus littéraires, ça peut être un facteur d'échec. Est-ce qu'on peut donner des exemples de votre vécu professionnel, bien sûr, en sauvegardant l'anonymat des personnes, bien sûr, mais dire voilà, un enfant qui est arrivé avec telle difficulté, on s'est rendu compte que c'était ça le problème, on a mis en place telle stratégie, parce que c'est une stratégie, et voilà vers quoi on est allé. Par rapport aux stratégies, par rapport à comment on arrive à la méthodologie scolaire. Moi, j'ai envie de citer juste une méthode qui marche très bien, c'est celle de la gestion mentale. La gestion mentale a été élaborée par un professionnel de la pédagogie qui s'appelle Antoine de la Garandrie, qui a travaillé les processus mentaux pour arriver à un résultat. Donc, il a mis en place 5 piliers. Et donc, du coup, lorsqu'on parle de 5 piliers, il y a d'abord quelque chose qui est très important, c'est les habitudes mentales. Par quoi on commence? Et donc, il va travailler sur les fonctionnements mentaux. Au départ, moi, je fais passer un test. Ce test s'appelle le test de canal d'information pour savoir comment l'enfant perçoit l'information en classe. Est-ce qu'il comprend mieux en voyant le prof écrire au tableau? Est-ce qu'il comprend mieux juste en entendant? Ou bien est-ce qu'il comprend mieux en prenant des notes? À partir de là, je sais si l'enfant est auditif ou kinesthésique ou les deux ou juste visuel. Après, je travaille l'évocation. Et ça, c'est très important. Le cahier de l'évocation, c'est la restitution. La restitution à vif, sans voir le cours. En restituant le cours, avec un travail d'évocation sur quelles sont les questions qui ont été posées, quel est le mot qui a attiré ton attention. Ça, c'est vers quel âge? À partir du CM2, 6e, on peut faire une bonne méthodologie scolaire. Je pense la première année collège. Mais justement, alors, on va vraiment sauter un autre point. Oui. Une méthodologie scolaire, est-ce qu'on l'installe d'emblée dès le CP? Ou bien ça vient plus tard quand, on va dire, l'élève a plus de capacité et peut-être plus de difficultés? Je vous donne la parole, madame. Oui. Moi, j'aimerais bien, je dirais que ça s'installe à partir du CP. On a intérêt à l'installer à partir du CP. Mais on ne va pas parler de la même façon qu'on va l'installer pour un élève qui va venir au collège ou au lycée. Mais c'est à partir de CP, pour moi, la méthodologie de travail, les parents doivent déjà être conscients de percevoir déjà, comme il a dit Zineb, très bien Zineb, c'est comment leur enfant il perçoit l'information. Les parents, mais aussi les enseignants. Pour l'enseignant, la classe, elle est grande. Donc mais l'apprentissage académique se fait en classe. D'accord. Mais oui, pour le prof, il doit mettre en marche ou il doit travailler sur la variation de ses méthodes d'enseigner. C'est-à-dire que il doit comprendre qu'il y a des enfants auditifs, kinesthésiques et visuels. Donc, il doit varier les supports. Donc, je dois parler, je dois expliquer, je dois écrire au tableau pour les gens visuels, je dois laisser les tactiles, les gens qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire prendre des notes où vraiment, ça passe par leur corps, comment ils ressentent l'information. Donc, effectivement, ou bien palper pour des choses où ils doivent expérimenter, faire par eux-mêmes. Donc, c'est par ça que ça passe. Donc, le prof, c'est vrai, il doit varier les supports de la transmission. Mais les parents doivent être aussi vigilants par rapport au canal avec lequel leur enfant prend l'information, perçoit l'information. Mais moi, ça me perturbe un petit peu d'entendre ça, dans la mesure où je me dis, bon, finalement, tout ce qui est académique, c'est en classe que ça se passe. Oui. Et les spécialistes disent, attention, les parents doivent aussi être vigilants. La méthodologie de travail, une méthodologie académique, devrait s'enseigner en classe. Ça serait extraordinaire si dans chaque système scolaire, il puisse y avoir ne serait-ce que
une matière qui s'appelle la méthodologie scolaire. Oui. Ou bien qu'il y ait des coachs qui soient présents à l'école pour pouvoir adapter. Parce que, comme je disais, chaque enfant a des habitudes de travail, a des habitudes de restitution. Par exemple, moi, je vois des enfants qui viennent, qui, quand ils veulent m'expliquer comment ils travaillent, ils me disent « moi, je réécris tout le cours ». D'autres qui me disent « moi, ce que je fais, c'est des cartes mentales ». D'autres qui me disent « moi, ce que je fais, c'est que je récite, je m'enregistre et je me réécoute ». Okay. D'autres qui me disent, moi, pour apprendre, ce que je fais, c'est que j'ai des moyens mnémotechniques, j'essaie juste d'apprendre le plan par cœur, et ensuite, lorsque j'ai une question qui se réfère à une des questions, je vois quel est le rapport avec le plan, et puis j'y vais. Et en général, ce sont des mécanismes qui ont été soufflés par les parents? Alors justement, c'est là où j'en viens, c'est que les habitudes mentales, c'est très important. Et c'est cette méthode de gestion mentale qui nous explique, qui nous permet de savoir quelles sont les habitudes mentales de chaque enfant. Et s'il y a échec scolaire, peut-être que les habitudes mentales sont tout simplement erronées. Et donc nous, on travaille sur ce niveau-là. Donc on travaille les habitudes mentales, on travaille l'évocation, parce que l'évocation, c'est super important, parce que ce que l'enfant retient d'un cours, c'est ce qui reste à 80% pour le jour de l'interrogation. Donc cette évocation, elle passe par des questions toutes simples. Qu'est-ce que tu as retenu du cours sans ouvrir le cours? Quelles sont les questions que les petits copains ont posées? Et comment le prof était? Est-ce qu'il était en mouvement? Est-ce qu'il était assis? Est-ce qu'il avait une voix haute? Est-ce qu'il avait une voix basse? Et ensuite, je commence la méthodologie à travers les 5 piliers qui sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. On va y revenir, mais justement, au jour d'aujourd'hui, si vous deviez expliquer comment les enfants qui viennent vous voir, toutes les deux, travaillent, leur méthodologie de travail d'aujourd'hui, en général, elle est soufflée par qui? Par l'enseignant ou par les parents? Par les parents. Par les parents, vous confirmez? Oui, par les parents. Juste pour donner un exemple, si je veux travailler avec mon enfant et connaître comment il perçoit l'information, c'est des exercices simples qu'on peut faire avec un autre enfant. Par exemple, pour le visuel, je prends un objet, je le cache, je le montre pas. Je ne sais pas si mon enfant est visuel, auditif ou kinesthésique ou tactile. C'est-à-dire les kinesthésiques, c'est les gens qui sont tactiles. Donc je prends un objet, je le cache, je ne lui montre pas, mais je lui explique ce que je vais faire. Je vais lui dire, voilà, je vais te montrer un objet. Et tu vas essayer de le retenir dans ta tête, avec des mots très simples. Dans ta tête, tu le retiens. Okay. D'accord? Et après, je vais te demander de me le restituer. OK. Donc, et après, j'amène l'objet, je le montre. On va dire que c'est la feuille. Voilà, la feuille ou le verre. Voilà. Ou le verre, OK. Voilà, tu regardes. Voilà, je t'amène l'objet, je lui laisse le temps de le regarder très bien, après je le cache. OK. Et je lui demande simplement de me restituer. Et je vais écouter ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va parler plus? L'objet va le parler. Il va dire, par exemple, maman, je me rappelle que c'était rond, il va commencer à dire, à parler. À le décrire avec des mots, avec des mots. Pour le visuel, il est plus facile pour lui. Peut-être il va te dire, voilà, je me rappelle de sa forme, je vais peut-être te le dessiner. Pour le tactile, le tactile, et ça c'est un petit peu délicat de le comprendre parce que le tactile, il va utiliser le canal aussi auditif que visuel, mais d'une manière avec la main. Comme ce que je fais maintenant. Oui. Donc il va te faire, voilà, il est comme ça, il était... Donc vous êtes tactile? Oui, je suis tactile, voilà. Alors par rapport à ça, c'est même par rapport aux poésies à apprendre à la maison, c'est avec un des parents généralement. Oui, alors il y a des parents qui vont peut-être demander à leurs enfants de réécrire la poésie. Et d'autres vont leur dire, voilà, moi je vais te la réciter, la poésie, avec des sauts de voix, avec une mise en scène. Et l'enfant va retenir soit d'une manière écrite, soit d'une manière auditive. Donc encore une fois, c'est le parent qui apporte le premier exemple. C'est pareil pour le CP, qui est la première année, qui est une année très importante. Pour le calcul, il y en a qui vont procéder par jetons. On va calculer, par exemple, si 3 plus 2 égale à 5, en dessinant les jetons. Oui. Alors que d'autres, ils vont dire, voilà, tu vas utiliser tes mains, tout simplement. Donc, c'est la méthode qui est attribuée à la maison, qui permet à l'enfant de construire toutes ses habitudes mentales. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément en adéquation avec sa manière à lui de s'approprier l'information. C'est pas qu'elle est en adéquation, ça veut dire que tout simplement l'enfant peut être troublé. Lui, il est peut-être beaucoup plus à l'aise à l'écoute, et puis le parent va lui demander tout simplement d'utiliser des écrits et puis de rester que sur ça, alors qu'il peut parler à haute voix, s'enregistrer et puis demander à quelqu'un de lui relire le cours. Donc c'est juste des petites habitudes mentales, un fonctionnement
un fonctionnement à réadapter en fonction des aptitudes de l'enfant. Mais on n'y pense pas du tout. Si j'ai quelque chose à bien ajouter sûr. par rapport à ça, c'est juste parce que l'enfant, quand il perçoit l'information, généralement, il n'est pas conscient comment il perçoit et comment l'évocation, ça se passe dans sa tête. Parce que quand on dit « je perçois l'information et je vais la restituer », après tout ce qui va se passer, c'est ici, dans ma tête, dans mon cerveau. Donc l'enfant, il n'est pas très conscient de ce qui se passe. Oui. Juste peut-être en faisant ce petit jeu avec lui, il va commencer à être conscient que moi, pour retenir, voilà ce qu'il me faut. Je vais même par exemple pour un schéma, normalement les visuels ils sont plus capables de le restituer que quelqu'un d'auditif. Mais l'auditif il va apprendre à le restituer en le racontant, tout simplement. Mais ça c'est un vrai déclic pour beaucoup de parents parce que c'est un vrai déclic. C'est un vrai déclic pour les parents et pour l'enfant. Pour les parents et pour l'enfant. Et puis quand je reçois des enfants, je leur pose des questions d'évocation qui vont me permettre de savoir où est-ce qu'il comprend mieux. Est-ce qu'il comprend mieux en maths? Est-ce qu'il comprend mieux en histoire? Est-ce qu'il comprend mieux en français? Et pourquoi? Alors généralement, il y a des enfants qui comprennent très bien en maths parce qu'il y a des exemples au tableau, parce que c'est écrit, parce qu'il y a des schémas, etc. Il y a des enfants qui comprennent très très bien en histoire-géographie parce qu'ils n'ont pas besoin de voir au tableau. Ils ont juste besoin d'écouter. Donc c'est là où on essaye de faire Alors le travail de perception et le travail d'évocation, c'est un travail qui est super important. Les parents peuvent le faire. S'ils ne savent pas le faire, ils peuvent venir dans un centre de coaching scolaire et puis on leur donne la méthode pour le faire à leurs enfants. Et ensuite, on commence la méthodologie. La méthodologie commence à partir de maintenant. De maintenant, exactement. Voilà. À partir du moment où on sait comment cet enfant réagit face à l'information. Exactement. Oui, exactement. Sinon, on ne peut pas parler de méthodologie avant. Il n'y a pas de recette magique. Dès qu'on a l'évocation, dès qu'on met en place l'évocation, d'ailleurs, je donne des outils, des fiches outils pour que l'enfant travaille tout seul l'évocation après les cours à la maison. Ça lui prend 10 minutes par matière. En 10 minutes, il est capable de restituer son cours. Ce n'est pas du tout important de savoir s'il a tout retenu ou pas, mais ce qui est important, c'est de déballer tout ce qu'il a dans la tête pour qu'on puisse savoir, OK, il a retenu combien. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais que tu as retenu, par exemple, que 20% de l'information. Le reste, on va ouvrir le cahier, puis on va voir ce que tu as oublié. Mais ce n'est absolument pas grave. Il faut juste qu'il le restitue. Et après, il va s'améliorer. Par rapport aux exemples que vous avez donnés, maths, histoire, géographie, français, etc., langue, etc., est-ce que le fait d'avoir une manière de travailler plutôt qu'une autre et peut-être pas adaptée, c'est ce qui fait que certains enfants vont avoir des difficultés en mathématiques, d'autres dans les langues. C'est ça? Oui, bien sûr. Alors, en fait, tous les enfants pourraient être excellents en maths et excellents dans toutes les matières? S'ils peuvent adapter leurs habitudes de travail en fonction des matières, ils peuvent se dire, voilà, en maths, il y a des exercices à faire, donc je vais réveiller mes aptitudes kinesthésiques et puis je vais faire beaucoup d'exercices parce qu'ils me demandent d'être assez endurant dans les exercices. Et je dois faire, par exemple, 5 exercices pour comprendre le fonctionnement. Donc, du coup, il va réadapter ses habitudes mentales pour qu'il puisse être performant dans cette matière. Je n'ai pas forcément besoin d'un cours particulier, mais j'ai besoin de travailler différemment. Ça, c'est important. C'est très important. Vous venez de dire, Madame Yasmine, c'est normalement, les parents, quand leur enfant il est en échec scolaire, la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'il y a des lacunes. Donc, je vais faire des heures supplémentaires à mon enfant. Mais avant de faire ça, il faut aller chercher d'abord, est-ce qu'il y a, comme il a bien expliqué, sa gestion mentale. Est-ce que mon enfant il est capable de gérer très bien son travail? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode de travail qui lui manque? Ce n'est pas obligatoirement des lacunes qu'il a dans la matière, c'est juste la méthode. Et généralement, quand on redresse la méthode de travail, les résultats scolaires, ça suit. Remonte. Oui, c'est-à-dire qu'avec une méthodologie de travail, lorsqu'elle est établie, lorsque l'efficacité est là, ce qu'on retrouve, c'est une amélioration des notes. Oui. Alors, avec tout ce que j'ai vu au niveau de mes petits coachés, l'amélioration des notes, elle arrive comme quelque chose de magique. J'ai réussi. Délivrance. Et ça a été tellement plus simple avec tous les outils que j'ai aujourd'hui que je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps de travail. Parce que généralement, les enfants qui ont une mauvaise méthode de travail, ils travaillent beaucoup. Mais la quantité de temps n'est pas un gage d'efficacité. Alors du coup, lorsqu'ils travaillent beaucoup sans résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils sont frustrés, ils sont démotivés, ils sont gavés, ils n'ont pas envie et ils commencent à procrastiner. On va laisser ça pour demain, on va laisser ça pour demain, ça viendra, ça viendra. Donc du coup, lorsque la méthode est établie et que les résultats sont là, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de magique et il y a ce qu'on appelle
quelque chose d'incroyable, c'est la motivation scolaire qui commence à se mettre en place. Cette motivation scolaire va donner quoi? Une quantité de travail en plus. Et c'est là, et c'est l'évolution que je vois, c'est qu'au départ, les enfants travaillaient beaucoup. Ensuite, ils arrêtent complètement de travailler parce que les résultats ne sont pas là. Ils passent par des séances de méthodologie scolaire. Ensuite, ils voient que les résultats sont là et ils recommencent à travailler. Et là, ils vont aller vers la perfection. L'appétit revient. Est-ce qu'il y a un lien entre méthodologie et concentration? Certains parents vont dire, ou certains enseignants vont dire, par manque d'information, mais concentre-toi, sois méthodique. Ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble, c'est complètement lié. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est complètement lié. La concentration, c'est le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, lorsque j'avais dit qu'il faut d'abord commencer par connaître la perception et ensuite l'évocation, et à partir de là, on commence la méthodologie à travers le premier pilier qui est l'attention. Et l'attention et la concentration. L'attention, c'est pouvoir mettre toutes ces aptitudes tout de suite maintenant, à ce moment-là, pour pouvoir travailler en enlevant les facteurs externes de déconcentration, les facteurs internes. Analyse tout ça? Oui, on l'analyse. En coaching, on a une séance que de concentration et puis on booste la mémoire. Est-ce que je peux vous demander de le décortiquer, justement? Comment ça fonctionne? Quels sont ces facteurs externes Par exemple, comme on a dit, on revient toujours au canal de perception. Par exemple, pour un enfant auditif qui va se mettre, il a l'intention de travailler, il se met dans la position comme projet de retenir ce qu'il reçoit. Exactement. Donc, je me suis mis dans le projet de retenir et j'ai mon attention, mais je suis auditif. Le prof, il est en train de parler, mais il y a les camarades qui parlent, il y a peut-être les bruits, le camion qui passe à côté de l'école, il y a pas mal de bruits. Vu que je suis auditive, je vais faire attention à ces bruits et cette attention que je prête aux autres bruits, ça va m'enlever la part de ma concentration. Avec l'enseignant. L'enseignant. Exactement. Donc là, il faut qu'on travaille comment refaire pour que l'enfant puisse se concentrer et faire abstraction de tout ce qui est extérieur, pour être dans la concentration la plus absolue. Alors, concrètement, par exemple, à la maison, les facteurs externes, ça peut être beaucoup de bruit à l'extérieur, ça peut être un téléphone qui sonne. Aujourd'hui, les adolescents, pendant les devoirs. Aujourd'hui, la génération Z, c'est celle qui est née à partir de l'an 2000 et qui est complètement, elle vit dans une bulle Internet et puis tous les réseaux et les médias. Donc, du coup, il y a le téléphone qui sonne, le WhatsApp, l'Instagram et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est un facteur qui peut être très dérangeant et qui peut être vraiment la source première de déconcentration. Maintenant, les facteurs internes, ça peut être tout simplement un bureau désorganisé, ça peut être un petit frère ou une petite sœur qui nous dérange à chaque minute, ça peut être un manque de lumière, ça peut être une chambre qui est étouffée. Donc, tout cela, voilà, il faut donner les chances et les moyens pour qu'un enfant puisse travailler dans de bonnes conditions de concentration. Donc, du coup, d'abord, on fait un état des lieux. Comment tu travailles? Est-ce que ton téléphone est à côté? Est-ce que ton téléphone sonne? Est-ce que tu as un dictionnaire à côté de toi? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as une chambre? Est-ce que ta chambre, dans cette chambre, est-ce qu'il y a un bureau? Maintenant, voilà, ils peuvent aussi travailler dans une salle à manger, mais il faut que ce soit dans des conditions de travail. Et par exemple, surtout pour les ados, quand vous leur dites le téléphone, c'est pas bien, ça te déconcentre quand ça sonne et tout ça, quand ils prennent conscience de l'importance de la méthodologie, est-ce qu'ils coopèrent à ce moment-là? Parce qu'en général, ils sont hyper accrochés à leur téléphone. Franchement, oui, ils coopèrent. Maintenant, moi, je travaille en relais avec les parents. Les parents m'aident aussi à la maison pour pouvoir adapter cette méthodologie. Les enfants, ils coopèrent à partir du moment où, même s'ils le font de manière forcée la première fois, dès qu'ils trouvent qu'il y a du résultat et que c'est efficace, ils continuent, ils le font. Alors, la méthodologie de travail passe par l'attention. On en a parlé, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. On en parle juste après une courte pause. Merci beaucoup, mesdames. Restez avec nous. Nous revenons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. Sans oublier le point sur les abus de paracétamol avec la pharmacienne, Madame Amina Tahiré. À tout de suite. Allez, on y va pour cette deuxième partie d'une méthodologie de travail efficace pour les enfants et en fait les secrets, les rouages de cette méthodologie de travail. On en parle avec vous, Saad Ben Sabahou, coach professionnel et scolaire certifié ICF, et Zineb Lamarti, coach scolaire certifié, fondatrice du centre scolaire Smart Coaching certifié ICF également. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Alors vraiment, vous nous avez dévoilé une base essentielle à la méthodologie de travail, c'est d'abord découvrir le canal de réception de l'information de l'enfant. Vous l'avez dit, et nous sommes tous
soit visuel, soit auditif, soit tactile, soit kinétique. Voilà, donc il faut d'abord détecter le canal chez son enfant avant de l'aider et donc à mettre en place une stratégie. On a parlé de l'importance de l'attention, donc comment éliminer toutes les sources de déconcentration. Et là, on arrive à la mémorisation. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour la mémorisation? Oui, là, quand on parle de mémorisation, donc on entre dans un processus. C'est quoi la mémorisation? Donc, quand on a parlé de l'attention, il faut savoir qu'on l'appelle généralement, c'est la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Donc, l'enfant, il a perçu l'information, il l'a mis dans sa mémoire de travail. Maintenant, il doit la mémoriser pour pouvoir la restituer. Donc, comment il va mémoriser ça? Toujours, on va partir par la façon avec laquelle je perçois l'information et comment je vais la mémoriser. Je vais faire la première des choses pour la mémorisation, c'est le lien que je fais avec ce qui existe déjà dans ma mémoire. Donc, je perçois une information, je peux la lier avec quelque chose déjà existant. La mémorisation, les moyens que je vais me mettre en place pour mémoriser aussi. Ou bien je vais mettre sous forme d'un schéma, d'une carte mentale pour les gens qui sont visuels, ou bien je vais me raconter l'histoire, même s'il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un schéma, d'une carte, je peux me la raconter. Mais les enfants ne savent pas en fait qu'ils ont toutes ces possibilités. Quand ils voient un schéma, ils se disent je dois prendre le schéma tel qu'il est. Ils ne savent pas qu'un schéma aussi, on peut se donner la liberté de le raconter comme une histoire. Oui, pour les auditifs. Ça, c'est à la compréhension. Une fois mémorisé, on arrive à raconter avec la compréhension. Oui. Donc, la mémorisation, c'est ça. Comment j'arriverai à faire passer l'information que j'ai dans ma mémoire de travail vers le disque dur, en quelque sorte, pour que je puisse la restituer. Et pour ça, comme j'ai dit, je dois me baser sur des moyens, la façon avec laquelle je vais mémoriser. Est-ce que je suis visuelle et je vais utiliser des cartes, des fiches que je vais coller peut-être dans ma chambre et que je vais regarder à chaque fois que je suis là, je regarde. Et les fiches, généralement, comment on travaille avec les fiches? Il y a la question d'un côté et la réponse de l'autre côté. Il y a des enfants qui ont besoin de ça, de les coller partout. Et vérifier constamment. Oui, et ça ils ne décrochent pas alors. Ils sont constamment. Non, mais comment dire, c'est pour faire de la gymnastique mentale à ton cerveau. Ça te permet à chaque fois. C'est des petites périodes. C'est des fiches qui sont là accrochées. Ça me permet de me rappeler des mots-clés, les mots difficiles que je n'ai pas pu retenir, une date qui m'est difficile. Et donc, c'est ça, on passe par ça pour mémoriser. Pour la mémorisation. Les moyens qu'on va se donner pour mieux mémoriser. Il faut se donner plus de liberté aussi en fonction de son profil. Oui. La compréhension? Donc, la compréhension, c'est pouvoir expliquer et appliquer une fois l'interrogation prête. Donc la compréhension, c'est qu'est-ce que je retiens en fait? Qu'est-ce que je retiens? À quoi il sert ce cours? Et qu'est-ce que je retiens de tout ce que j'ai appris? Parce qu'on peut établir la mémorisation. La mémorisation, c'est stocker l'information en tête. Et c'est là où il y a tout le challenge. C'est mémoriser, c'est retenir. Et aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus de mal de retenir. Avant, c'était plus facile parce qu'avant, il n'y avait pas de moyens exogènes, d'autres facteurs externes à la concentration. Aujourd'hui, il y en a tellement que pour retenir une leçon, c'est très compliqué. Donc, une fois la mémorisation faite, est-ce que tu l'as comprise? Parce que si tu l'as comprise, tu risques de ne jamais l'oublier. Donc, à partir de là, encore une fois, il y a des fiches qui permettent à l'enfant de réexpliquer son cours, mais avec ses mots, avec sa manière. Et si la mémorisation est bien faite, eh ben, il va utiliser exactement les mêmes mots que son cours. Et c'est là En fait, l'étape clé, on va dire, de la méthodologie, c'est la toute première. C'est l'attention avec la perception et surtout l'évocation. Parce que l'évocation, je peux vous dire que c'est une étape essentielle parce que c'est celle qui reste. C'est l'attention que j'ai en classe. Mon projet de retenir ce que dit mon prof ou ma prof. Donc, c'est ce projet-là qui fait que je ne l'oublierai pas après. Et ce travail d'évocation qui me permet de revenir en arrière et de revoir toutes les questions qui ont été posées, le contenu du cours. Qu'est-ce que j'ai retenu dans tout ça? C'est ce qui va être franchement beaucoup plus facile pour commencer la méthode. Et cette évocation, en fait, elle passe par... C'est ça qui permet de savoir... de connaître mon profil d'apprentissage. L'évocation, c'est ce qui me permet de savoir si j'ai retenu ou pas. Et si je n'ai pas retenu, pourquoi? Des fois, quand je reçois des élèves de 4e ou de 3e, donc pour le brevet, et qu'on parle de l'évocation, ils me disent « Franchement, Zineb, je n'ai rien retenu.
je ne sais même pas comment s'appelle le cours. Ben alors, pourquoi? Il me dit parce que tout simplement, il y avait du bruit, ou bien c'était inintéressant, ou bien je n'aime pas mon prof. Alors, il se trouve des excuses. Ouais. Mais si tu devais faire juste un tout petit effort, est-ce que tu te souviens d'un mot ou est-ce que tu te souviens d'une définition? Non. Est-ce qu'un enfant a posé une question? Et là, ça revient. Oui, il y a un enfant qui a posé une question, qui s'est demandé voilà, sur la géographie, les volcans, etc. Donc, et là, ça commence. Et quand il fait l'effort de cette évocation, il y a tout qui se remet. Peut-être qu'inconsciemment, il est présent et qu'il entend, mais qu'il refuse tout simplement parce qu'il y a des conditions d'assiduité qui ne sont pas respectées. Mais justement, vous avez parlé par exemple de la relation avec l'enseignant, le cours qui semble inintéressant. Est-ce que ça aussi, ça peut entrer en jeu dans Ça peut entrer en jeu, bien sûr. Mais c'est souvent l'excuse que j'entends le plus. C'est mon professeur ne m'aime pas, donc je ne suis pas intéressée par ce cours. Mais quel est le lien entre ta réussite scolaire et le professeur? Toi, l'année prochaine, tu dois évoluer, tu dois avancer. Et puis ton professeur, il a terminé toute cette étape. Donc tu n'as rien à lui prouver. Prouve-toi à toi-même que tu peux réussir. Donc du coup, toute cette prise de conscience qu'il pourrait avoir avec une discussion, il va finalement se détacher émotionnellement de son professeur et prendre le meilleur, c'est-à-dire le contenu. D'accord. Alors, on va sur la réflexion. Même si j'ai envie de vous poser cette question, qu'est-ce qui fait qu'il s'attache émotionnellement à son professeur? On peut répondre en deux mots. Tout simplement, lorsqu'un professeur donne plus d'attention à un enfant parce qu'il participe, tout ça, et celui qui a de moins bonnes notes va se sentir exclu, mais pas parce qu'il est exclu, parce qu'il se dit, voilà, moi je n'ai pas de bonnes notes, parce que peut-être que mon professeur ne me donne pas cette attention qu'il va donner à autrui. C'est vraiment dans la tête de l'enfant. Bon, d'accord. On va sur la réflexion. Oui. Puisqu'on suit le schéma des 5 gestes mentaux qui consolident la méthodologie de travail. Donc la réflexion, donc comment je vais réfléchir? L'information, j'ai stocké l'information, j'ai compris l'information, mais comment je comprends? La réflexion, c'est la manière avec laquelle je comprends l'information, avec laquelle je réfléchis dans mon cerveau. Il y a deux types de réflexion. On parle de deux types de réflexion. La réflexion inductive, c'est-à-dire que je pars de l'exemple vers trouver la loi, ou la réflexion déductive, que je pars de la loi et je donne des exemples. Il y a des enfants qui ont besoin de donner des exemples avant d'intégrer une loi, une définition, un théorème. Et il y a d'autres, non, ça ne les dérange pas. Ils vont partir de la loi ou le théorème posé et à partir de là, ils vont aller trouver des exemples et faire des exercices et travailler. Ça, c'est le mode de la réflexion. Mais là encore, en fait, l'enfant, il est accompagné dans ce processus. Alors, par rapport à la réflexion, concrètement, c'est lorsque l'enfant se pose la question, qu'est-ce que le professeur va me poser comme question pendant l'évaluation? Et souvent, les enfants ne se posent pas la question. Ils se disent tout simplement, j'ai un cours à apprendre, je vais l'apprendre. J'ai des exercices à faire, je vais les faire. Mais alors, si jamais je te donne une feuille avec questions et réponses, toi qui connais bien ton maître, toi qui connais bien ta maîtresse, quelles sont les questions qu'elle pourrait te poser? Et vas-y vers la facilité et va jusqu'à la complication des questions. Et là, l'enfant, il va dire, ah oui, c'est vrai, la dernière fois, la maîtresse, elle avait posé une question sur le cours précédent en lien avec le cours de maintenant. Donc peut-être qu'elle va nous faire un lien avec le cours précédent. Donc il va poser la question. Il va me dire, peut-être que les définitions, c'est trop facile. Je vais aller dans une réflexion plus poussée où je vais donner un aspect beaucoup plus concret au cours. Donc c'est cette réflexion de se poser la question, qu'est-ce que j'aurai pendant l'évaluation, qui est intéressante. Qui est intéressante, oui. Vraiment en 1 minute, l'imagination, parce qu'on boucle l'émission. L'imagination, c'est les liens que je vais faire d'une manière imaginative par rapport à des termes, à des notions que j'arrive pas à retenir. Comment je vais les visualiser? Je vais imaginer, par exemple, je parle d'un concept que j'arrive pas à... Mais je peux l'imaginer en un mot. La façon avec laquelle je vais imaginer ce concept, c'est ça l'imagination. C'est inventer une façon de le retenir. D'accord, mais comment je vais le restituer? Si par exemple c'est un terme qui est compliqué et je vais imaginer un autre terme pour le décrire, mais j'aurais besoin du mot exact. Si j'ai à donner un exemple, par exemple, si j'ai par exemple une succession de mots à retenir, je peux par exemple juste prendre la première lettre de chaque mot et faire comme un texte ou une rime ou quelque chose. Mais où est donc Ornicar? Voilà. C'est ça? C'est ce qu'on fait. Ça, c'est l'imagination. Merci beaucoup, mesdames. C'est un plaisir vraiment d'échanger avec vous sur ce sujet. Saad Mensbahou et Zineb Lamarti, merci beaucoup. Moi, je reste avec vous pour la deuxième et dernière partie de notre émission d'aujourd'hui. À tout de suite.
de suite le point sur le paracétamol, ou plutôt les abus du paracétamol. Avec vous, Madame Amina Tahiri, pharmacienne. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Alors, le paracétamol, on y a recours pour différentes raisons. On a l'impression que parfois on le surconsomme, à croire que ça ne fait pas de mal. C'est un médicament qui est là pour enlever les maux de tête, les douleurs du ventre, enfin voilà. Moi, je dis des choses, on va dire, de façon vague, vous allez nous les détailler dans quelques instants, mais il ne faut pas oublier que le paracétamol, c'est un médicament et qu'il a des effets secondaires sur le long terme. Vous allez nous expliquer tout cela. Pour commencer, le paracétamol, qu'est-ce que c'est? Alors, le paracétamol est tout d'abord indissociable de la notion de douleur. Alors, la douleur, c'est quoi? La douleur, est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation? Et la douleur a toujours été une énigme pour l'homme. Et depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens utilisaient déjà l'opium pour vaincre la douleur. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a commencé à faire des tentatives pour fabriquer les premiers médicaments antalgiques, c'est-à-dire contre la douleur. Et de là est née donc l'aspirine en 1852 et le paracétamol donc en 1877. Et au début, on a utilisé la même molécule, le paracétamol, depuis le temps? Elle n'a pas changé? C'est une molécule, c'est chimique. En fait, c'est la même molécule qui est donc bien sûr qui est statique dans le temps, qui ne bouge pas. Mais toujours est-il que l'aspirine et le paracétamol ont tout d'abord été utilisés pour leur activité contre la fièvre, c'est-à-dire antipyrétique. Et ce n'est au début du XXe siècle qu'on a reconnu leur activité antalgique, c'est-à-dire contre la douleur. D'accord. Donc, vous l'avez dit au départ, le paracétamol a été inventé pour vaincre la fièvre. On se rend compte qu'il gère... Et la douleur. Et on s'est rendu compte qu'il gérait également la douleur. Oui. Alors, quelles sont les principales indications thérapeutiques du paracétamol? Alors, je veux bien vous lire ça parce que c'est très précis. C'est-à-dire que c'est le traitement des affections douloureuses ou fébriles, donc douleur et fièvre, d'intensité légère à modérée. Et bon, bien sûr, ce sont les douleurs diverses, les céphalées, les courbatures, les états grippaux, les douleurs dentaires. Mais il ne faut pas oublier que le paracétamol est utilisé en première intention dans la fièvre de l'enfant et du nourrisson. Ok. Voilà. D'accord. Alors, vous avez décrit différentes... vous avez énuméré différents états de douleur. Et il y a aussi une douleur pour laquelle beaucoup de femmes consomment le paracétamol, c'est les douleurs liées à la menstruation. Vous n'en avez pas parlé, c'est normal? C'est une douleur qui est modérée ou qui est intense, ça dépend. Mais pour ce genre de douleur, il est très recommandé d'utiliser des antispasmodiques. D'accord. Le paracétamol n'agit pas sur la douleur de menstruation? Il peut agir parce qu'en fait, les antidouleurs sont classés en plusieurs catégories. Vous avez des antidouleurs qui ont une action périphérique, comme le paracétamol, qui peut agir effectivement. Mais dans les cas de douleurs vraiment menstruelles, il est recommandé d'utiliser des antispasmodiques ou bien alors des anti-inflammatoires. Et à une moindre mesure le paracétamol, parce que c'est des douleurs qui peuvent s'étaler sur 3-4 jours, et à prendre du paracétamol en continu, on verra plus tard les risques du surdosage, justement, qui est très, très, très important et à bien détailler. Tout le monde peut prendre du paracétamol? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des allergies, comme pour l'aspirine? Bien sûr, tout le monde peut prendre du paracétamol, sauf les gens qui ont une maladie grave du foie. C'est contre-indiqué. Ces personnes-là le savent? Bien sûr qu'elles le savent. Normalement, une personne qui a un problème au foie ou une maladie grave au foie n'a pas le droit de prendre du paracétamol. Donc, elles le savent. Les professionnels de santé leur ont déjà spécifié ça. Alors, les autres personnes qui ne peuvent pas prendre du paracétamol, ce sont les gens qui ont une allergie, tout simplement, au paracétamol, ça existe. Bien sûr, ou une allergie aux autres composants qui sont présents dans la formule. Par exemple, vous avez du paracétamol dans le médicament, mais vous avez des excipients, c'est-à-dire d'autres composants qui sont présents, et on peut faire une allergie à un de ces excipients. Voilà. D'accord. C'est des allergies graves? Oui, bien sûr. Parce que la première fois qu'on le prend, on ne sait pas qu'on est allergique, en fait. En effet, mais si jamais on a, par exemple,
un urticaire, Ah. ou bien alors un rash cutané, ou bien alors une sensation allergique, en fait, il faut tout de suite arrêter le traitement. Ça, c'est le conseil à donner. Il ne faut pas continuer le traitement. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, Madame Tahiri, vous avez dit on ne peut pas prendre du paracétamol pendant 4-5 jours. Comme quand on a abordé les douleurs de menstruation qui durent. Et donc, forcément, la patiente est amenée à prendre un comprimé sur plusieurs jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paracétamol ne doit pas être pris plus de quoi? 48 heures, 72 heures? Alors, écoutez, ce qui est recommandé, c'est que si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours, ou s'il y a inefficacité du traitement, ou s'il y a survenue d'un autre symptôme, il faut immédiatement arrêter. Il faut arrêter le traitement et ne pas le continuer sans l'avis du médecin. Mais ça, c'est dans l'absolu. Mais par rapport à la prise du paracétamol, est-ce qu'il y a par exemple une quantité à ne pas dépasser, une période à ne pas dépasser? En effet, en effet. Alors normalement, il y a des quantités qui sont donc spécifiques à l'adulte ou à l'enfant. Selon le poids. Selon le poids. Pour l'enfant, c'est selon le poids, c'est normalement c'est 15 mg toutes les 6 heures à peu près. Et pour l'adulte, il ne faut pas dépasser 3 à 4 grammes par jour. D'accord. Ça, c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est que quand vous prenez du paracétamol, il faut veiller à savoir si les autres produits que vous prenez en parallèle n'en contiennent pas. N'en contiennent pas. Parce que vous risquez de le consommer, donc là vous êtes sur 3 grammes, de consommer un autre composant, un autre produit, et là qui vous ramène 500 grammes ou 1 gramme, et faire une intoxication très facilement. On en fait? Mais oui, ça existe? Mais oui, justement, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser tous les gens par rapport à cette intoxication au paracétamol, et surtout chez le sujet âgé et l'enfant, chez l'enfant ou le nourrisson. Chez le nourrisson et l'enfant, elle peut être thérapeutique, c'est-à-dire vraiment à dose thérapeutique. La maman a l'impression de donner les bonnes doses parce que la fièvre, elle a l'impression qu'elle ne baisse pas, mais en même temps, elle intoxique son enfant. Et ça peut aller... Comment, alors qu'elle donne les bonnes doses? Elle se trompe ou... C'est pas qu'elle se trompe, mais peut-être qu'elle n'est pas assez sensibilisée sur le risque de l'intoxication. On lui dit qu'il faut le donner toutes les 4 heures au minimum, ou toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures, c'est-à-dire toutes les 6 heures, mais ne pas dépasser 4 heures. Alors elle peut, si la fièvre n'a pas vraiment régressé, en rajouter un après 2 heures et continuer. Pensant bien faire. Effectivement, et ça peut aller jusqu'au coma, jusqu'à la mort. Alors, je voulais parler des symptômes qui sont liés un petit peu à l'intoxication chez les jeunes enfants, qu'il faut vraiment bien noter par rapport aux mamans. Alors, c'est l'anorexie, c'est la pâleur, c'est les vomissements, c'est des douleurs abdominales. Mais c'est pas en une prise que ça se manifeste? En fait, ça survient dans les premières 24 heures. D'accord. En fait, dans les premières 24 heures de cette intoxication, on peut observer ces symptômes. Donc, si on observe ces symptômes, il faut tout de suite arrêter le paracétamol et bien sûr contacter son médecin. La même chose pour l'adulte? Effectivement. Et on peut donc, il peut y avoir carrément des lésions au niveau des nécroses irréversibles. En fait, on appelle ça une cytolyse hépatique et carrément une nécrose du foie qui peut être irréversible et qui peut conduire au coma. Nécrose, c'est un durcissement du... Une nécrose, donc, c'est pratiquement une destruction de l'organe. Mais est-ce qu'un abus, une seule fois, peut amener vers ces conséquences dramatiques? Mais bien sûr. En une prise? Une prise, mais si la personne prend 10 grammes de paracétamol d'un coup, elle peut avoir ces symptômes-là. Ça peut, mais en général, dans la pratique courante, les gens ne dépassent pas 3 grammes, 4 grammes par jour. Mais 10 grammes de paracétamol d'un coup, on observe ces symptômes. Alors l'idée aussi, c'est de dire aux gens de ne pas en consommer tous les jours pour n'importe quoi, parce qu'on se dit, bon, je ne suis pas bien, j'ai un petit peu mal. Allez, un petit paracétamol, ça ne fait pas de mal. Ce n'est que de la paracétamol. Ce n'est pas que de la paracétamol, c'est un médicament. Écoutez, le paracétamol, c'est un produit merveilleux parce qu'il traite la fièvre, la douleur. Mais ça reste un médicament. Voilà. Un médicament avec toutes ses indications, ses contre-indications, ses effets secondaires. Et donc, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites si vraiment la personne, par exemple, ne doit pas le consommer à tort et à travers. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Madame Amina Tahiri, vous êtes pharmacienne. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ce sujet. Et au plaisir de retrouver les téléspectateurs prochainement sur Média TV.
et sur mediantv.com. Au revoir et à bientôt.